Le vent froid de mai me fouettait le visage tandis que je gravissais les marches de marbre du luxueux country club, le domaine du Bois Doré. Mon mari, Henri, me tenait le bras, boitant légèrement. Son arthrose s'était aggravée dernièrement. À 78 ans, je paraissais en forme et énergique. J'avais toujours pris soin de moi, natation 3 fois par semaine, des heures de marche chaque jour et une alimentation saine. Henri, de 2 ans mon aîné, avait conservé sa clarté d'esprit, mais physiquement, il avait beaucoup plus décliné. « Tu penses que Grégoire appréciera mon cadeau ?» demandai-je en ajustant l'élégante robe bleue que mon amie Monique m'avait aidé à choisir. J'ai passé tant de temps à choisir ces outils de sculpture japonais. Henri sourit chaleureusement. S'il ne les apprécie pas, c'est qu'il n'en est pas digne. Quoi qu'il en soit, tu auras essayé. Et « essayer » était un faible mot. J'avais passé des semaines à chercher ce set rare, sachant que mon fils avait parfois manifesté de l'intérêt pour le travail du bois, un passe-temps qu'Henri n'avait jamais réussi à lui inculquer. J'espérais que maintenant que Grégoire se mariait, il trouverait peut-être le temps pour de telles activités paisibles. L'organisatrice du mariage, une jeune femme avec une tablette, nous accueillit à l'entrée avec un sourire poli mais légèrement tendu. « Monsieur et Madame Moreau, bienvenue », dit-elle en consultant sa tablette. « Vos places sont... » « Oh oui, je vais vous conduire au hall principal. » Je fus surprise qu'elle ne nous propose même pas de nous accompagner au salon des parents du marié, où nous étions censés retrouver notre fils avant la cérémonie. J'échangeai un regard perplexe avec mon mari, mais décidai de ne pas faire de scène. Le hall principal était décoré avec un goût impeccable, des arrangements floraux crème et bleu, des pampilles de cristal scintillant sous le soleil de mai qui filtrait par les hautes fenêtres cintrées. Des serveurs s'affairaient avec des plateaux de champagne et de canapés. « Regardez qui est là !» La voix de notre fille, Laura, retentit plus fort que nécessaire. Elle se tenait entourée d'amis, un verre à la main. « Maman, papa, vous êtes enfin là !» Je remarquai que ma fille avait déjà pas mal bu, alors qu'il n'était que 14 heures. À côté d'elle se tenait son fils, Simon, plongé dans son téléphone. Il nous jeta un bref regard et hocha la tête sans quitter l'écran des yeux. « Bonjour, ma chérie. » Je serrai ma fille dans mes bras, essayant d'ignorer l'odeur d'alcool. « Simon, mon grand, comment vont les études ?»« Bien, » marmonna mon petit-fils de 20 ans sans même lever les yeux. Henri haussa les épaules et me sourit. Notre petit-fils avait toujours été peu loquace avec nous, tout comme sa mère. C'était blessant, mais nous y étions habitués. « Où est Grégoire ?» demanda Henri en regardant autour de lui. On pensait le voir d'abord. Laura fit un vague geste de la main. « Il est occupé. Les préparatifs de dernière minute, tu sais. Clara insiste pour que tout soit parfait, dit-elle en levant les yeux au ciel de manière théâtrale. Cette femme est une vraie maniaque du contrôle. » Je sentis une pointe de déception. J'avais espéré passer au moins quelques minutes avec mon fils avant la cérémonie. Après tout, j'étais la mère du marié. « Allons nous asseoir », suggéra Henri, remarquant ma déception. La cérémonie va bientôt commencer. Nous nous dirigeâmes vers les premiers rangs, où les parents du marié s'assoient habituellement, mais l'organisatrice du mariage nous intercepta. « Oh, monsieur et madame Moreau, vos places sont au 2e rang, » dit-elle en désignant des sièges avec de petits cartons nominatifs. Je fronçai les sourcils. « Mais nous sommes les parents du marié. Ne devrions-nous pas être au 1er rang ?» L'organisatrice rougit légèrement. Monsieur Grégoire et mademoiselle Clara ont fait le plan de table. Le 1er rang est réservé à ses parents et aux amis les plus proches du couple. Henri posa sa main sur mon épaule, sentant ma tension. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Le 2e rang, c'est très bien. » Je réprimai ma colère et laissai mon mari me conduire à nos places. C'était un détail mineur, me dis-je. Inutile de faire une scène au mariage de mon fils. La cérémonie se déroula à la perfection. Clara était éblouissante dans sa robe de créateur, et Grégoire rayonnait de bonheur. Je ne pouvais même pas être en colère en voyant mon fils si heureux. Lorsque les jeunes mariés échangèrent leurs vœux, j'essuyai rapidement une larme. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers la salle de banquet pour l'apéritif, pendant que les mariés prenaient des photos. Henri et moi restâmes sur le côté, observant les festivités bruyantes. La plupart des invités étaient des collègues de Grégoire ou des amis de Clara, des jeunes gens brillants qui ne semblaient même pas nous remarquer. Monsieur et Madame Moreau. Édouard Fournier, notre rival de longue date, un homme aux cheveux gris de notre âge, s'approcha de nous. Quelle belle cérémonie! Édouard,
Henri hocha la tête avec une politesse contenue. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Grégoire m'a invité, répondit Fournier avec un léger sourire. Nous nous croisons souvent dans les conférences du secteur. Je dois dire qu'il a transformé votre modeste entreprise en un véritable acteur du marché. Je sentis la colère monter en moi. Une modeste entreprise ? Henri et moi avions bâti les industries Moreau à partir de rien, travaillant 16 heures par jour pendant des décennies. Nos équipements industriels spécialisés étaient utilisés dans des usines à travers tout le pays. Et maintenant, Fournier en parlait comme si c'était une petite affaire de famille avant que mon fils ne prenne les rênes. Grégoire ne fait que continuer ce que nous avons commencé, répondis-je froidement. Notre entreprise a toujours été un acteur majeur de l'industrie. Fournier haussa un sourcil. Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais pas dénigrer vos accomplissements. J'admire simplement l'énergie de la jeune génération, dit-il en prenant une gorgée de champagne. J'entends dire que vous avez complètement pris votre retraite. Nous avons cédé la gestion quotidienne à Grégoire, répondit Henri, diplomate. Mais nous possédons toujours une participation majoritaire et restons au conseil d'administration. Je me souvins de nos débuts, en 1970. Henri et moi avions tout risqué pour lancer notre propre affaire. Henri était un ingénieur talentueux avec plusieurs brevets, et j'étais une femme déterminée avec le sens des affaires. Ensemble, nous avions créé une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements industriels sur mesure. Ces années furent difficiles. Je me souviens des nuits blanches passées sur les livres de comptes, à essayer de joindre les deux bouts pendant qu'Henri travaillait dans son atelier à perfectionner les prototypes. Je me souviens comment nous nous étions serrés la ceinture pour investir chaque euro dans l'entreprise. Je me souviens avoir fait du porte-à-porte pour convaincre les clients potentiels de donner une chance à nos équipements. Grégoire et Laura ont grandi dans l'ombre de l'entreprise. Je les emmenais souvent avec moi au bureau quand ils étaient enfants. Ils jouaient sous mon bureau pendant que je négociais des contrats au téléphone. Henri enseignait à son fils les bases de l'ingénierie, espérant qu'il hériterait de son amour pour l'invention. Mais Grégoire s'est avéré être plus comme moi, doué pour les affaires et ambitieux. Il a obtenu un MBA d'une grande école de commerce et est revenu dans l'entreprise avec de nouvelles idées. Au début, j'étais enthousiasmé par son dynamisme. Henri et moi étions fatigués de la routine quotidienne de la gestion. De plus, Henri avait toujours voulu plus de temps pour ses passe-temps, la photographie, le travail du bois, la cuisine. Peu à peu, Grégoire a commencé à nous écarter des prises de décision. Au début, c'était de petites choses, changer de fournisseur sans nous consulter, réorganiser des départements. Puis il a embauché Laura pour diriger le service marketing, bien qu'elle n'ait aucune expérience. J'ai exprimé mes doutes, mais j'ai été rejeté comme étant démodé. Les affaires changent, maman, disait Grégoire. Tu ne comprends pas les tendances modernes. Et maintenant, 5 ans plus tard, Henri et moi étions pratiquement évincés de l'entreprise que nous avions bâtie. Nous possédions toujours 55% des actions, mais Grégoire contrôlait les 45% restants et avait le soutien du conseil d'administration. Il nous demandait rarement notre avis et semblait nous considérer comme des reliques du passé. Mes pensées furent interrompues par la voix forte de Grégoire. Maman, papa, je vous ai enfin trouvé. Mon fils, magnifique dans son costume de mariée, se fraya un chemin à travers la foule vers nous. À ses côtés se tenait Clara, radieuse dans sa robe de créateur. Grégoire, mon chéri. Je serrai mon fils dans mes bras. Quelle merveilleuse cérémonie. Merci, dit-il en me faisant une bise rapide avant de reculer. C'est Clara qui a tout organisé. Clara sourit, mais ses yeux restèrent froids. Bonjour Martine, Henri. Je suis contente que vous ayez pu venir. Comme si nous aurions pu manquer le mariage de notre propre fils. Nous avons un petit problème, continua Grégoire, le visage soucieux. La moitié de l'équipe du traiteur ne s'est pas présentée. Un truc d'intoxication alimentaire. Quelle malchance, dit Henri avec compassion. Oui, dit Grégoire en se tournant vers moi. Maman, tu es une excellente organisatrice, n'est-ce pas? Mon cœur rata un battement. Que veux-tu dire, Grégoire? On a besoin d'un coup de main en cuisine, expliqua-t-il comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Juste pour superviser, peut-être aider au service. Clara panique, et tu as toujours été si douée pour organiser ce genre de choses. Je fixai mon fils, n'en croyant pas mes oreilles. Tu veux que je travaille en cuisine à ton mariage?
Pas travailler, maman. Grégoire leva les yeux au ciel. Juste aider. C'est un grand jour pour Clara et moi. Et nous voulons que tout soit parfait. Grégoire, intervint Henri, la voix plus ferme que d'habitude. Ta mère est une invitée à ce mariage. Elle est la mère du marié. C'est inapproprié. Grégoire ignora son père et continua de me regarder. S'il te plaît, maman. C'est juste pour un petit moment. Une fois que tout sera réglé, tu pourras retourner avec les invités. Chérie, Clara posa la main sur l'épaule de Grégoire. Peut-être qu'on peut trouver quelqu'un d'autre. Qui? Demanda-t-il, irrité. Tous les autres sont des invités. Maman est douée pour organiser ce genre de choses, elle a fait ça toute sa vie. Je sentis mes joues s'empourprer de honte et de colère. Grégoire parlait de moi comme si j'étais une gouvernante, et non une femme d'affaires prospère qui avait bâti l'entreprise qu'il dirigeait maintenant. Je ne vais pas travailler en cuisine au mariage de mon propre fils, dis-je doucement mais fermement. Le visage de Grégoire s'assombrit. Maman, ne fais pas de scène. Aide-nous, c'est tout, d'accord? Ce n'est que pour 1 heure ou 2. Grégoire, c'est inacceptable, intervint à nouveau Henri. Engagez quelqu'un d'autre. Appelez la société de traiteurs et demandez-leur d'envoyer un remplaçant. On n'a pas le temps pour ça, s'exclama Grégoire. Plusieurs des invités les plus proches se tournèrent vers nous. Il baissa la voix. Maman, s'il te plaît. On est désespérés. Je vis dans les yeux de mon fils non pas une demande, mais une exigence. Il s'attendait à ce que j'obéisse, comme je l'avais toujours fait. Comme j'avais obéi quand il nous avait progressivement éloignés de l'entreprise, quand il avait ignoré mes conseils commerciaux, quand nous avions été relégués au 2e rang A. Son propre mariage. J'ouvris la bouche pour refuser à nouveau, mais je croisai soudain le regard de Clara. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à un défi, comme si elle s'attendait à ce que je fasse une scène. Peut-être même qu'elle l'espérait. Je pris une profonde inspiration. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Très bien, Grégoire. Je vais aider. Martine, s'exclama Henri. Ce n'est rien, mon chéri, dis-je en posant la main sur son avant-bras. Ce n'est que pour 1 heure ou 2. Grégoire rayonna. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le chef t'expliquera tout, dit-il en prenant Clara par la main. Nous devons saluer les autres invités. Ils s'éloignèrent sans un regard en arrière, nous laissant là, sous le choc. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit Henri, le visage rouge de colère. C'est humiliant. Je sais, répondis-je, en regardant mon fils et sa nouvelle femme rire avec un groupe de jeunes gens élégants. Mais je ne veux pas faire de scène à son mariage. Ça donnera juste plus de munitions à Clara pour dire quelle terrible belle-mère je suis. Henri secoua la tête. J'y vais avec toi. Non, je souris doucement. Ton arthrose te fait souffrir aujourd'hui. Reste ici et parle aux invités. Je vais me débrouiller. Je me dirigeai vers la cuisine, sentant les regards des invités sur moi. Que pensaient-ils? Que la mère du marié était si déplacée dans cette fête glamour qu'on l'avait envoyée travailler en cuisine. La cuisine était en plein chaos. Le chef, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, aboyait des ordres aux assistants restants. Quand j'entrai, il me lança un regard las. « Vous êtes Madame Moreau? La mère du marié? » « Oui, répondis-je. Mon fils a dit que vous aviez besoin d'aide. » Le chef parut embarrassé. « Pour être honnête, madame, je n'ai rien demandé. C'est monsieur Moreau qui a insisté. » Je hochai la tête. Bien sûr. C'était l'idée de Grégoire. Peut-être même celle de Clara. Un moyen de me mettre à l'écart. Comment puis-je aider? Je passai les 3 heures suivantes en cuisine, à aider à la préparation des plats et à l'organisation du service. Malgré mon âge, je travaillais efficacement et rapidement. Le chef fut impressionné par ma capacité à rester calme dans le chaos et par ma connaissance des subtilités du service. Pendant une pause, je sortis dans un couloir tranquille pour reprendre mon souffle. J'entendis des voix au coin du mur. C'était Clara qui parlait à l'une de ses demoiselles d'honneur. C'est un cauchemar. Elle essaie de contrôler Grégoire en permanence. Tu devrais voir comment elle critique chacune de ses décisions devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda une autre voix féminine. Clara gloussa. Grégoire lui a trouvé une occupation en cuisine. La vieille est là-bas maintenant, en train d'aider au service. Au moins, elle ne sera pas dans nos pattes pendant la réception.
Je me figeai, sentant le sang me monter au visage. La vieille. Je m'éloignai, ne voulant pas en entendre plus. Lorsque les plats principaux furent servis, le chef me remercia et me dit qu'il pouvait se débrouiller seul. Je quittai la cuisine, fatigué et humilié. Ma robe de luxe était tachée de sauce et mes cheveux étaient en désordre. Henri m'attendait à l'entrée de la salle de banquet. « Martine !» Il me serra dans ses bras. J'étais si inquiet. Qu'est-ce qui a pris si longtemps? Ils avaient besoin d'aide pour tout le dîner, pas seulement pour les entrées, répondis-je d'une voix lasse. Je ne pouvais pas partir au milieu. Henri regarda ma robe. Tu es tachée. Et tu as manqué la première danse de Grégoire, les discours. Je sais. J'essayais de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Allons juste trouver nos places et manger. J'ai faim. Nous entrâmes dans la salle où les invités savouraient déjà leur dîner. Je remarquai que nos places à la table familiale étaient occupées par des jeunes que je ne reconnaissais pas. Peut-être des amis de Clara. Excusez-moi, dit Henri à un des serveurs. Où sommes-nous censés nous asseoir? Nous sommes les parents du marié. Le serveur parut confus. Je ne suis pas sûr, monsieur. Laissez-moi vérifier. Il partit et revint quelques minutes plus tard avec l'organisatrice du mariage. Monsieur et madame Moreau, l'organisatrice sourit nerveusement. Il y a eu un petit cafouillage avec les places. Nous pouvons vous installer une table dans le coin. Dans le coin? Demanda Henri, la voix tremblante de colère. Nous sommes les parents du marié. Henri. Je posai ma main sur son épaule. Asseyons-nous simplement là où on nous le dit. Je suis trop fatigué pour discuter. L'organisatrice nous conduisit à une petite table dans le coin le plus éloigné de la salle, près de la sortie. Il n'y avait pas d'arrangement floral sur la table comme sur les autres, juste un numéro. Nous nous assîmes, nous sentant comme des étrangers au mariage de notre propre fils. Je regardais Grégoire et Clara rire et danser, entourés d'amis et de collègues. Ils ne remarquèrent même pas que j'étais revenu de la cuisine. Je n'arrive pas à y croire, marmonna Henri en fixant son assiette. Après tout ce que nous avons fait pour lui. Après tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je regardai mon fils lever son verre pour porter un toast. Il remercia tout le monde d'être venu, en particulier les parents de Clara pour leur soutien. Il ne dit pas un mot sur ses propres parents. Quelque chose en moi se brisa. C'était la goutte d'eau. Des années de négligence, des mois à être mise à l'écart de l'entreprise que j'avais bâtie, et maintenant cette humiliation publique. Henri, dis-je, ma voix sonnant étrangement calme. Je crois qu'il est temps de partir. Partir. Il me regarda, surpris. Mais nous n'avons même pas mangé. Je sais, dis-je en posant ma serviette sur la table. Mais je ne peux plus rester ici. Et j'ai une idée. Quelle idée? Je regardai à travers la salle vers Édouard Fournier, qui était assis à l'une des meilleures tables, appréciant clairement le mariage. Une idée qui nous libérera enfin, répondis-je. Et qui donnera à notre fils une leçon qu'il n'oubliera jamais. Henri suivit mon regard et fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu prépares, Martine? Je te le dirai à la maison, dis-je en me levant. Allons-y, mon chéri. Personne ne nous remarquera ici de toute façon. Nous nous éclipsâmes de la salle discrètement, sans dire au revoir. Personne ne prêta attention à notre départ, pas même Grégoire et Laura. Je sentis un calme étrange. La décision était déjà prise dans mon esprit, claire et définitive. J'allais vendre mes parts. Toutes mes 55%. Et pas à n'importe qui, mais à Édouard Fournier, l'ennemi juré de notre entreprise familiale. Laissons Grégoire sentir ce que c'est que d'être mis de côté, ignoré, considéré comme obsolète et inutile. Et puis, Henri et moi, nous partirions en voyage. Nous verrons le monde. Henri pourra enfin se consacrer entièrement à ses passe-temps, sans la pression d'une entreprise qu'il n'a jamais vraiment aimée. Ce sera notre nouvelle vie. Et elle commencera dès maintenant. Je me suis réveillée tôt, bien qu'Henri et moi soyons rentrés du mariage bien après minuit. Je ne pouvais pas dormir, bouillonnant intérieurement d'humiliation et de ressentiment. Sortant prudemment du lit pour ne pas déranger mon mari, je suis descendue à la cuisine et me suis préparé un café fort. Dans le silence matinal, mes pensées devinrent particulièrement claires. Le téléphone dans ma main affichait 6 heures du matin. C'était trop tôt pour appeler, mais j'ai quand même ouvert mes contacts et trouvé le numéro d'Édouard Fournier. Nous étions concurrents depuis près de 40 ans, mais nous avions toujours maintenu un respect professionnel mutuel.
J'ai créé un nouveau message. Édouard, nous devons nous voir. Seul. C'est au sujet de mes parts dans les industries moraux. Martine. La réponse est venue étonnamment vite. Intriguant. 14 heures aujourd'hui, au Café du Lac. J'ai accepté, sentant mon cœur battre plus vite. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je faisais quelque chose de vraiment risqué, sans consulter ma famille. C'était effrayant et exaltant à la fois. Henri est descendu vers 7 heures, somnole et maussade. Je n'arrive pas à croire que nous soyons partis sans même attendre le gâteau, marmonna-t-il en se versant un café. Tu voulais vraiment rester là-bas? Demandai-je en haussant un sourcil. Henri soupira et secoua la tête. Non, tu as raison. C'est juste décevant, de la part de notre propre fils. Il ne termina pas sa phrase. Je posai ma main sur la sienne. Je sais. Mais nous en parlerons plus tard. Je déjeune avec Monique aujourd'hui. Je serai de retour pour le dîner. Je décidai de ne pas encore lui parler de la rencontre avec Fournier. D'abord, je devais savoir si c'était une possibilité réelle. L'après-midi, avant de retrouver Fournier, je suis passé par le campus universitaire de Simon. Notre petit-fils louait un petit appartement près du campus, et je lui apportais parfois des plats faits maison et prenais de ses nouvelles. Bien que notre relation ne soit pas des plus chaleureuses, j'espérais toujours pouvoir l'atteindre. Simon ouvrit la porte, l'air agacé, ne s'attendant manifestement pas à de la visite. « Mamie !» Il parut surpris et pas particulièrement heureux. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je t'ai apporté de la soupe maison et une tarte, » dis-je en tendant le sac de nourriture. « Je peux entrer. » Il s'écarta à contre-cœur pour me laisser passer. L'appartement était un désordre typique d'étudiants, des manuels éparpillés partout, des emballages de nourriture vide et des vêtements sales. « Désolé pour le bazar, » marmonna-t-il. Je n'attendais personne. « Pas de problème, » dis-je en entrant dans la petite cuisine et en commençant à déballer la nourriture. « Comment ça va, l'université ?»« Bien, » dit Simon en s'asseyant sur une chaise et en me regardant. « C'était comment, le mariage, hier ?» Je me figeai un instant en rangeant les boîtes. « C'était intéressant, » répondis-je diplomatiquement. « Maman a dit que vous étiez parti tôt. » J'entendis une note d'accusation dans sa voix. Oui, papy et moi devions partir. Je décidai de ne pas entrer dans les détails. Simon, je voulais te demander. As-tu déjà pensé à voyager? À voir le monde? Il haussa les épaules. Bien sûr. Un jour, quand j'aurai assez d'argent. Qu'est-ce que tu aimerais voir en premier? Simon réfléchit un instant, et je vis une étincelle d'intérêt dans ses yeux. Le Japon, je suppose. Leur technologie, les anime, toute la culture. Je hochai la tête, souriant. Pour la première fois depuis longtemps, il me parlait comme à une personne, pas comme à une vieille femme ennuyeuse. Tu sais, ton grand-père et moi pensons faire un voyage. Peut-être que le Japon sera l'une de nos étapes. Simon ricana, et le moment fut gâché. Vous, voyagez? Maman dit que vous êtes tous les deux trop attachés à l'entreprise pour aller où que ce soit. Je sentis mes lèvres se pincer. Ta mère n'a pas toujours raison, Simon. Les gens traversent différentes phases dans leur vie. Ouais, bien sûr. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Écoute, mamie, je dois aller en cours. Merci pour la nourriture. C'était une façon polie de me mettre dehors. Je réprimai un soupir et hochai la tête. Bien sûr, mon chéri. Appelle-nous de temps en temps. En quittant l'appartement de mon petit-fils, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de détermination. Simon, comme sa mère et son oncle, nous considérait, Henri et moi, comme des personnes âgées, dépassées, incapables de changer. Eh bien, ils allaient tous avoir une grosse surprise. Le Café du Lac était un endroit calme en périphérie de la ville, où l'on croisait rarement des connaissances. L'endroit parfait pour notre rencontre avec Fournier. Il m'attendait déjà à une table dans un coin, élégant dans son costume gris foncé. « Martine, » dit-il en se levant pour m'accueillir. « Je dois admettre que votre message m'a intrigué. » Je m'assis en face de lui. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Édouard. » La serveuse prit notre commande, un thé pour moi, un expresso pour lui et nous laissa. Je ne perdis pas de temps en bavardage. « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Je suis prête à vendre mes parts dans les industries moraux. Toutes mes 55%. Fournier se figea,
sa tasse suspendue au-dessus de sa bouche. Ses sourcils se haussèrent. Toutes les 55%. Il reposa lentement la tasse. Martine, c'est une participation majoritaire. J'en suis consciente, répondis-je sèchement. Votre fils est-il au courant? Non. Et il n'a pas besoin de l'être. Pour l'instant. Fournier s'adossa à sa chaise, m'étudiant. Que s'est-il passé à ce mariage? Demanda-t-il, perspicace. Je secouai la tête. Ce n'est pas seulement le mariage. C'était la goutte d'eau dans une longue série d'événements. Mon fils a clairement fait savoir depuis un certain temps qu'il nous considère, Henri et moi, comme un obstacle à la croissance de l'entreprise. Il nous a effectivement écartés du processus de décision, même si nous restons les actionnaires majoritaires. Et vous voulez lui donner une leçon, dit-il, ce n'était pas une question. Je veux la liberté, répondis-je. Pour moi et pour Henri. Mais oui, si Grégoire apprend une leçon au passage, je ne m'y opposerai pas. Fournier tapota pensivement ses doigts sur la table. Pourquoi moi? La ville regorge d'investisseurs qui achèteraient volontiers une telle participation. Parce que vous connaissez la valeur de notre entreprise. Et parce que ce serait le coup le plus dur pour Grégoire, de voir notre rival de longue date à la tête de l'entreprise familiale. Fournier sourit, appréciant ma franchise. Je vous ai toujours respecté pour votre honnêteté, Martine. D'accord. Je suis intéressé. Mais j'ai besoin d'étudier les états financiers de l'entreprise pour les derniers trimestres. Bien sûr, dis-je en sortant une clé USB de mon sac. Tous les documents nécessaires sont ici. Fournier prit la clé USB, le respect évident dans ses yeux. Toujours prêt à tout, hein? Donnez-moi votre prix. Je nommai un chiffre qui le fit siffler. C'est 20% au-dessus de la valeur marchande, remarqua-t-il. Vous obtenez une participation majoritaire sans combat ni procès, rétorquai-je. Croyez-moi, ça vaut bien la prime de 20%. Fournier m'étudia pendant quelques secondes, puis hocha lentement la tête. Je vous donnerai une réponse dans 3 jours, après avoir examiné les documents. Mais je suis d'accord sur le principe. Nous nous serrâmes la main, et je ressentis un étrange mélange d'émotions, du regret pour l'entreprise qu'Henri et moi avions bâtie, et une anticipation excitante pour une nouvelle vie. Après ma rencontre avec Fournier, je suis allé voir Monique, ma meilleure amie. Nous étions amies depuis plus de 40 ans, depuis l'époque où nous étions voisines lorsque nos enfants étaient jeunes. Monique, une ancienne contrôleuse aérienne, était une femme énergique au franc-parler, qui disait toujours ce qu'elle pensait. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-elle quand je lui ai parlé de ma rencontre avec Fournier. Nous étions assises sur sa terrasse avec des verres de citronnade maison. « Oui, répondis-je fermement. J'en ai assez, Monique. Assez d'être invisible, assez d'être ignorée par mes propres enfants. Que allez-vous faire avec l'argent? Elle me regarda attentivement. Vous n'allez pas tout leur laisser, j'espère. Je ris. Non. Henri et moi allons vivre un peu. Voyager, peut-être. Les yeux de Monique s'illuminèrent. Voyager? Martine Moreau, tu me surprends. Vous n'avez pas quitté la région depuis 20 ans, Henri et toi. C'est exactement pour ça que c'est le moment, dis-je en prenant une gorgée de citronnade. Henri a toujours voulu voir le monde, mais notre entreprise le retenait ici. Maintenant que nous avons été effectivement poussés dehors, pourquoi ne pas profiter de notre liberté? Monique me regarda avec un nouveau respect. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais trop attachée à ton entreprise. Je suis contente de voir que je me suis trompée. Où irez-vous en premier? J'y réfléchis. Je pense au Japon. Henri a toujours été intéressé par leur culture, en particulier l'artisanat traditionnel. Sa sculpture sur bois est largement inspirée des techniques japonaises. Le Japon. Monique frappa dans ses mains. Oh, j'y suis allée dans les années 80, quand je travaillais pour une compagnie aérienne. Vous allez adorer. Surtout au printemps, quand les cerisiers sont en fleurs. Nous passâmes l'heure suivante à discuter d'itinéraires possibles et de lieux à visiter. Monique, qui avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, partagea ses conseils et ses impressions. Son enthousiasme était contagieux. Je commençais à nous imaginer, Henri et moi, explorant les anciens temples de Kyoto, flânant dans les rues animées de Tokyo, profitant des sources chaudes dans des villages de montagne reculés. Et Henri? Demanda soudain Monique. Tu lui as déjà parlé de tes projets? Je secouai la tête. Pas encore.
Je voulais m'assurer que Fournier était intéressé par l'offre d'abord. Quand vas-tu lui dire? Ce soir, soupirai-je. J'espère qu'il comprendra. Monique ricana. Comprendre. Il sera ravi. Henri n'a jamais aimé les affaires autant que toi, Martine. Il a supporté ça pour toi. Vraiment. J'étais surprise. Il n'a jamais rien dit. Bien sûr que non. Il savait à quel point l'entreprise était importante pour toi. Monique se pencha plus près. Sais-tu combien de fois il m'a parlé d'endroits qu'il voulait visiter, de choses qu'il voulait faire s'il n'était pas lié à l'entreprise? Crois-moi, Henri sera enchanté par ta décision. J'y ai réfléchi. Henri avait-il sacrifié ses rêves pour moi toutes ces années? La culpabilité se mêla à la détermination. Maintenant, je pouvais lui donner la liberté à laquelle il aspirait. Quand je suis rentrée à la maison, Henri était occupé dans son atelier. Je le trouvais penché sur un morceau d'érable, qu'il sculptait soigneusement avec un ciseau. Mon mari était si absorbé qu'il ne me remarqua pas avant que je tousse. Martine. Il leva les yeux, un sourire sur son visage. Comment s'est passée ta journée? Je m'approchai, admirant le travail délicat. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie une nouvelle technique de sculpture que j'ai trouvée dans un magazine japonais, dit-il en me montrant le motif complexe qui commençait à émerger du bois. Ça s'appelle la sculpture par éclat, mais ça incorpore des éléments de la sculpture traditionnelle japonaise. C'est magnifique, dis-je en passant mon doigt sur la surface lisse du bois. Henri, nous devons parler. Il remarqua le sérieux dans ma voix et posa ses outils. Quelque chose ne va pas. Nous nous assîmes sur un vieux canapé dans le coin de l'atelier. Je pris sa main et inspirai profondément. J'ai rencontré Édouard Fournier aujourd'hui, commençai-je. Et je lui ai proposé de lui vendre nos parts dans les industries Moreau. Toutes nos 55%. Henri se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? J'ai décidé de vendre nos parts, répétai-je fermement. Après l'humiliation d'hier au mariage, après des mois de négligence de la part de Grégoire, je ne veux plus faire partie d'une entreprise qui ne nous valorise plus. Henri resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant à mes paroles. J'attendis, me préparant aux objections, à la colère, aux accusations d'imprudence. Et qu'a dit Fournier? Demanda-t-il finalement. Il est intéressé. Il nous donnera une réponse dans 3 jours, mais il est d'accord sur mes conditions, en principe. Henri hocha la tête, le visage pensif. Qu'est-ce qu'on fera, alors? Après la vente? Je serrai sa main. J'ai pensé à voyager. À voir tous les endroits dont nous avons parlé mais que nous n'avons jamais trouvé le temps de visiter. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Europe. À ma grande surprise, le visage d'Henri s'illumina d'un sourire. Pas un sourire poli, mais un sourire authentique et large que je n'avais pas vu depuis des années. Vraiment. Sa voix était incrédule de bonheur. Tu veux vraiment voyager? Oui, répondis-je avec confiance. Il est temps de vivre pour nous, Henri. Nous le méritons. Il se leva soudain et se dirigea vers une vieille armoire dans le coin de l'atelier. Ouvrant le tiroir du bas, il en sortit un dossier usé et me le tendit. Regarde. J'ouvris le dossier et haletai. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de coupures de magazines, des impressions d'articles, des notes écrites de la main d'Henri. Tout sur les voyages. Les temples japonais, les fjords de Nouvelle-Zélande, les villages italiens, les châteaux français. Chaque page était soigneusement sélectionnée et annotée. Qu'est-ce que c'est? Chuchotai-je. Henri sourit timidement. Ma collection. Je la constitue depuis des années. Des endroits que j'aimerais visiter, avec toi. Je feuilletai les pages, n'en croyant pas mes yeux. Toutes ces années, pendant que j'étais absorbée par les affaires, Henri avait tranquillement chéri un rêve de voyage, sans m'en parler pour ne pas me décevoir. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Demandai-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Tu aimais tellement notre entreprise, répondit-il doucement. Je ne voulais pas te mettre la pression. Je savais que tu n'étais pas prête à quitter l'affaire que nous avions bâtie ensemble. Je levai les yeux du dossier et vis tant d'amour et de compréhension dans son regard que mon cœur se serra. Oh, Henri! Je le serrai dans mes bras. Je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu voulais ça. Ne t'excuse pas. Il me caressa les cheveux. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Et maintenant, tu fais ce qui est juste, pour nous deux. Nous restâmes là, enlacés,
à parcourir cette incroyable collection des rêves de mon mari. Chaque page révélait une nouvelle facette d'Henri que je n'avais jamais connue. Tu sais, dit-il, pensif, lorsque nous arrivâmes à la section sur le Japon, j'ai toujours voulu faire plus que simplement regarder leurs temples et leurs jardins. Je rêvais de rencontrer de vrais sculpteurs sur bois, de voir comment ils travaillent, peut-être même d'apprendre d'eux. Nous pouvons arranger ça, répondis-je avec enthousiasme. Monique dit qu'il y a plein de possibilités pour des voyages spécialisés comme ça maintenant. Monique est au courant. Henri haussa un sourcil. Je lui en ai parlé aujourd'hui, admis-je. Je voulais en parler à quelqu'un avant de t'en parler. Henri rit. Et qu'a-t-elle dit? Que tu serais ravi, je souris. Et elle avait raison. Mon mari me regarda sérieusement. Et toi? Es-tu vraiment prête à quitter l'entreprise pour laquelle nous avons travaillé toute notre vie? Je réfléchis un instant. Tu sais, hier, j'aurais dit non. Mais après le mariage, après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que l'entreprise n'est plus vraiment la nôtre. Grégoire se l'est appropriée. Et il n'y a plus de place pour nous. Alors, pourquoi ne pas commencer un nouveau chapitre? Henri serra ma main fermement. Un nouveau chapitre. J'aime le son de ça. Et encore une chose, ajoutai-je. Je pense que tu devrais lancer un blog sur nos voyages. Des photos, des impressions, surtout sur l'artisanat traditionnel des différents pays. Tu pourrais combiner ton amour de la photographie et de la sculpture sur bois. Les yeux d'Henri s'illuminèrent. Un blog? Je n'y avais jamais pensé. Mais, oui, ça pourrait être intéressant. Il se frotta le menton. Pensif. Tu sais, je pourrais documenter non seulement les sites, mais aussi les techniques de travail du bois local. Peut-être même collectionner des recettes. Tu sais combien j'aime cuisiner. Exactement. J'étais ravie de son enthousiasme. Ce ne sera pas seulement un journal de voyage, mais une véritable exploration des cultures à travers leur artisanat et leur cuisine. Nous passâmes le reste de la soirée à discuter d'itinéraires possibles, à faire des plans, à rêver à voix haute. Pour la première fois depuis des années, je voyais Henri si animé, si passionné. Il me montrait des photos d'endroits sur lesquels il avait lu, me parlait des techniques de sculpture qu'il voulait apprendre et des plats qu'il rêvait de cuisiner. Avant de dormir, alors que nous étions au lit, Henri se tourna soudain vers moi. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « De m'avoir donné la chance de vivre enfin la vie dont j'ai toujours rêvé », dit-il en m'embrassant tendrement. « Avec toi. » À cet instant, j'étais absolument convaincue d'avoir pris la bonne décision. Laissons Grégoire avoir l'entreprise, ou plutôt, laissons-le se débrouiller avec Fournier comme nouveau propriétaire. Henri et moi allions obtenir quelque chose de bien plus précieux, la liberté et l'opportunité de consacrer enfin du temps l'un à l'autre et à nos vrais intérêts. En m'endormant, je pensais à la façon dont ma vengeance, conçue dans un accès de colère et de ressentiment, s'était transformée de manière inattendue en quelque chose de plus. Une porte vers une nouvelle vie pleine d'aventures dont Henri et moi n'avions jamais osé rêver. 3 semaines passèrent comme dans un rêve. Pendant ce temps, Henri et moi avons non seulement finalisé la transaction avec Fournier, mais aussi planifié notre premier voyage. La vente des actions s'est déroulée sans accroc. Édouard, en homme d'affaires expérimenté, a veillé à ce que le processus reste confidentiel, et l'information sur le changement de propriétaire ne devait être rendue publique qu'au retour de Grégoire et Clara de leur lune de miel. Nous étions assis à la table de la cuisine, consultant des brochures sur le Japon étalées devant nous, quand la sonnette retentit. C'était un son sec et exigeant, pas du tout comme les visites habituelles des voisins ou des livreurs. Qui cela peut-il bien être? Henri regarda sa montre, surpris. Il n'était que 8 heures du matin. Je me levai et me dirigeai vers la porte. En l'ouvrant, je vis Grégoire, rouge de colère. Derrière lui se tenait Clara, pâle et tendue. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Grégoire fit irruption dans la maison sans même dire bonjour. « Bon sang, qu'est-ce que vous avez fait ?» Je fermai calmement la porte et me tournai vers mon fils. « Bonjour, Grégoire. Je vois que tu es de retour de lune de miel. C'était bien les Bahamas? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. » Il agita son téléphone devant mon visage. Fournier vient d'envoyer une notification officielle. Il a racheté une participation majoritaire. Notre entreprise familiale est maintenant entre les mains de notre pire concurrent. Henri sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. « Grégoire, s'il te plaît, ne crie pas sur ta mère. »
Et toi? Grégoire se tourna vers son père. Tu l'as laissé faire ça? Vendre l'entreprise que vous avez bâtie pendant des décennies? L'entreprise que je développe depuis quelques années? Nous n'avons vendu que nos parts, répondis-je calmement. L'entreprise existe toujours. Elle a juste un actionnaire majoritaire différent maintenant. Un actionnaire différent. Grégoire rit amèrement. C'est Édouard Fournier. L'homme qui a essayé de nous ruiner pendant 30 ans. Édouard Fournier est un homme d'affaires respecté, rétorqua Henri. Il dirigera l'entreprise comme un professionnel. Clara, qui était restée silencieuse jusqu'alors, fit un pas en avant. Pourquoi avez-vous fait ça? Sa voix était basse, mais accusatrice. Pourquoi maintenant, pendant qu'on est en lune de miel? Je la regardai droit dans les yeux. Le moment n'a rien à voir avec notre décision. Henri et moi pensions à nous retirer depuis longtemps. Et vous ne pouviez pas simplement me céder les parts. Grégoire jeta les mains en l'air. Je suis votre fils. Votre héritier. Oui, tu es notre fils, hochai-je la tête. Mais au cours des dernières années, tu as clairement montré que tu ne nous valorisais ni comme parents, ni comme partenaires commerciaux. Grégoire rougit encore plus. De quoi tu parles? J'ai toujours respecté. Ne continue pas, interrompit Henri, la voilasse. Nous connaissons tous la vérité. Surtout après que tu aies fait travailler ta mère en cuisine à ton propre mariage. Clara jeta un regard rapide à son mari. Quoi? Tu as dit qu'elle s'était portée volontaire. Grégoire l'ignora. C'est tout ça à cause du mariage? Vous avez ruiné l'entreprise familiale pour une simple rancune? Non, dis-je fermement. Le mariage n'a été que la goutte d'eau. Vous nous écartez des décisions depuis des années, ignorant notre expérience, nous traitant comme des reliques dépassées. Nous avons juste décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Passer à autre chose. Grégoire rit nerveusement. Et pour aller où? Henri désigna les brochures étalées sur la table. Nous partons en voyage. Nous commencerons par le Japon. Grégoire et Clara nous fixèrent comme si nous venions d'annoncer notre intention de nous envoler pour Mars. Voyager. Clara secoua la tête, incrédule. À votre âge. Nous avons 78 et 80 ans, pas 108 et 110, soulignai-je sèchement. Nous sommes parfaitement capables de voyager. Grégoire s'approcha de la table et prit l'une des brochures. C'est de la folie, marmonna-t-il. Vous avez perdu la tête. Vous avez vendu l'entreprise et maintenant vous allez dépenser votre argent dans des voyages stupides. Ce que nous dépensons avec notre argent ne te regarde pas. Henri lui retira la brochure des mains. Nous l'avons gagnée, et nous avons le droit d'en faire ce que nous voulons. Grégoire passa une main dans ses cheveux, essayant clairement de rassembler ses esprits. Vous réalisez ce que vous avez fait? Fournier a déjà convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain. Il parle de restructuration, de licenciement possible. C'est son droit en tant qu'actionnaire majoritaire, soulignai-je. Tout comme c'était ton droit quand tu as réorganisé le département de développement contre notre avis il y a 3 ans. C'était nécessaire pour la modernisation, s'exclama Grégoire. Ces ingénieurs travaillaient avec des méthodes dépassées. Peut-être, convint Henri. Mais tu n'as même pas pris la peine d'en discuter avec nous. Tu nous as juste mis devant le fait accompli. Grégoire serra les poings. Je devais prendre des décisions rapides. Le marché changeait, la concurrence était féroce. Et maintenant, Fournier prendra des décisions rapides, haussai-je les épaules. C'est la loi des affaires. Je n'arrive pas à y croire. Grégoire secoua la tête. Mes propres parents m'ont trahi. Nous n'avons trahi personne, dit fermement Henri. Nous avons simplement pris une décision qui était la meilleure pour nous. Grégoire rit amèrement. La meilleure pour vous? Et la famille? Et l'héritage que vous deviez me laisser, à moi, à Laura, à Simon? L'héritage, ce n'est pas seulement les affaires, répondis-je doucement. Nous espérions que notre héritage serait dans les valeurs que nous avons essayé de vous inculquer. Le respect des aînés, le souci de la famille, la compréhension que les gens sont plus importants que les profits. Clara ricana mais ne dit rien. Fournier va détruire tout ce que nous avons construit, murmura Grégoire, menaçant. Il va licencier des gens, changer la direction de l'entreprise, peut-être même vendre les actifs pièce par pièce. Peut-être, hocha la tête Henri. Ou peut-être qu'il rendra l'entreprise encore plus forte.
Édouard a toujours été un bon stratège. Vous le défendez. Grégoire n'en croyait pas ses oreilles. L'homme qui est notre concurrent depuis des années. Nous sommes simplement réalistes, répondis-je. Édouard a payé un bon prix pour les parts, et il a maintenant le droit de gérer l'entreprise comme il l'entend. Tout comme tu l'as géré ces dernières années. Grégoire nous regarda comme s'il nous voyait pour la première fois de sa vie. Vous avez tous les deux changé. Je ne vous reconnais plus. Non, Grégoire, Henri secoua la tête. Nous n'avons pas changé. Tu nous vois juste enfin pour ce que nous sommes, pas pour ce que tu voudrais que nous soyons. Clara prit le bras de son mari. Allons-y, chérie. Nous devons nous préparer pour la réunion de demain. Grégoire la laissa le conduire à la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Ce n'est pas fini, promit-il. Je trouverai un moyen de récupérer l'entreprise. Quand ils partirent, Henri et moi échangeâmes un regard. Eh bien, dit-il avec un léger sourire. Le tremblement de terre a commencé. Oui, soupirai-je. Et ce ne sont que les premières secousses. Nous sommes retournés à la planification de notre voyage, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Grégoire. Malgré tout ce qui s'était passé, il était toujours mon fils, et le voir si en colère me faisait mal. Plus tard dans la journée, Laura appela. Je m'attendais au même monologue furieux que j'avais entendu de la part de Grégoire, mais sa voix semblait inhabituellement sobre. « Maman, je peux passer ? On a besoin de parler. » 1 heure plus tard, elle était assise dans notre salon, tripotant nerveusement la lanière de son sac à main de créateur. Laura avait toujours été plus réservée que son frère, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, un mélange de confusion et peut-être de honte. « Grégoire a dit que vous aviez vendu vos parts à Fournier, commença-t-elle sans préambule. « Oui, confirma Henri. La transaction a été finalisée la semaine dernière. » Laura hocha la tête, assimilant l'information. « Et maintenant, vous allez voyager. » « Notre premier billet est pour Tokyo, le mois prochain, répondis-je. Nous serons au Japon pendant 3 semaines. Je vois, dit Laura, marquant une pause. Puis elle demanda de manière inattendue. Est-ce à cause du mariage ? À cause de la façon dont Grégoire t'a traité ? Je regardai ma fille, surprise. Je ne pensais pas qu'elle était au courant de l'incident dans la cuisine. En partie, répondis-je honnêtement. Mais ce n'est pas seulement ça. Ton père et moi sentions depuis longtemps que nous étions poussés hors de l'entreprise que nous avons bâtie. Laura baissa les yeux. Je sais. J'ai vu comment Grégoire te traitait lors des réunions du conseil, comment il ignorait tes suggestions, comment il parlait de vous à d'autres dirigeants. Sa franchise me surprit. Et tu n'as jamais rien dit. Laura haussa les épaules. Je pensais qu'il avait raison. Que l'entreprise avait besoin de nouvelles idées, d'une approche moderne. Elle leva les yeux. J'avais tort. Henri se pencha en avant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? La réunion d'aujourd'hui avec Fournier. Laura sourit amèrement. Il a convoqué toute l'équipe de direction et a clairement expliqué ses plans. Pas de changement drastique, pas de licenciement massif. Au lieu de cela, une analyse approfondie des forces et des faiblesses de l'entreprise. Le respect de la tradition et des employés expérimentés, combiné à l'innovation. Ça semble raisonnable, remarqua Henri. Plus que raisonnable, acquiesça Laura. Et vous savez ce qui est le plus frappant ? Il a mentionné plusieurs idées que vous proposiez depuis des années et que Grégoire rejetait. Comme étant dépassées. Fournier les a qualifiées de prometteuses et sous-estimées. Je ressentis un étrange sentiment de satisfaction. Édouard avait toujours été un homme d'affaires intelligent. Oui, Laura marqua une pause. Et autre chose. Il a demandé pourquoi je ne vous avais pas fait venir tous les deux comme consultants. Il a dit que l'expérience des fondateurs est une ressource inestimable qu'il serait stupide d'ignorer. Je jetai un coup d'œil à Henri. Nous ne nous attendions pas à ça. Et qu'as-tu dit ? Demanda Henri. Que c'était une erreur, dit Laura doucement. Une grosse erreur. La pièce tomba dans le silence. Je regardais ma fille, essayant de comprendre son aveu. Au fil des ans, Laura avait rarement admis ses erreurs, surtout devant nous. Eh bien, dis-je finalement. On ne peut pas changer le passé. Mais je suis contente que tu comprennes. Laura hocha la tête, puis demanda de manière inattendue. Je peux venir avec vous au Japon ? Henri et moi nous regardâmes, surpris. Tu veux venir avec nous ? Demanda Henri. Pas pour tout le séjour, ajouta rapidement Laura.
Peut-être pour une semaine. J'aimerais passer du temps avec vous. Apprendre à mieux vous connaître. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Combien d'années avais-je attendu que ma fille fasse ce pas? Bien sûr, répondit Henri pour nous deux. Nous serions ravis. Laura sourit, d'un air incertain mais sincère. Merci. Et, je voulais m'excuser. Pour tout. Tu es pardonné, dis-je simplement, ne voulant pas me replonger dans des souvenirs douloureux. Après le départ de Laura, Henri me serra dans ses bras. Qui l'eût cru, marmonna-t-il. Notre accord avec Fournier non seulement nous a libérés, mais il nous a peut-être aussi rendu notre fille. Ne tirons pas de conclusions hâtives, dis-je prudemment. C'est une chose d'admettre ses erreurs, mais c'en est une autre de changer réellement. Henri hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'espoir. C'est quand même un bon signe. Ce soir-là, Henri et moi étions dans son bureau, en train de déchiffrer le nouvel appareil photo qu'il avait acheté spécialement pour le voyage. Henri étudiait avec avidité le manuel, tandis que je parcourais des sites de voyage. Regarde, dis-je en lui montrant une page sur ma tablette. Ça explique comment démarrer un blog de voyage. Il recommande de le commencer avant de partir, pour s'habituer à la plateforme. Henri leva les yeux du manuel. Tu penses qu'on devrait commencer maintenant? Pourquoi pas? Je fis défiler la page. Tu pourrais écrire sur tes préparatifs de voyage, tes attentes. Peut-être partager quelques photos de tes sculptures, surtout celles inspirées par les techniques japonaises. Henri y réfléchit. Ça pourrait être intéressant. Et je pourrais pratiquer ma photographie, dit-il en prenant son nouvel appareil. Je dois m'y habituer avant le voyage. Exactement, je souris, voyant son enthousiasme. Comment vas-tu appeler le blog? Henri se gratta le menton. Peut-être quelque chose comme Second Souffle ou Nouveaux Horizons. J'aime Nouveaux Horizons, approuvai-je. Ça capture vraiment ce que nous faisons. Henri sourit et commença à régler l'appareil pour quelques photos d'essai. Tu sais, je pense que ce sera plus que de simples documents sur nos voyages. J'aimerais parler des gens que nous rencontrons, des traditions locales, surtout celles liées à l'artisanat et à la cuisine. Ça semble merveilleux. Je serrai sa main. Tu as toujours été si observateur. Et je veux essayer les techniques de sculpture locale, continua-t-il avec enthousiasme. Imagine, je pourrais prendre des leçons auprès d'artisans locaux, puis montrer mes tentatives de reproduire leurs méthodes. Je regardais mon mari avec tendresse. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu si animé, si plein de projets et d'enthousiasme. Il semblait que la vente de l'entreprise avait levé un fardeau invisible de ses épaules, un fardeau qu'il portait depuis des années. Notre planification fut interrompue par un coup à la porte. Cette fois, c'était Simon. Contrairement à son oncle, il n'avait pas l'air en colère, mais plutôt froid et distant. « Mamie, papy. » Il nous fit un signe de tête. « Je peux entrer. » Nous le fîmes entrer dans le salon. Simon s'assit en face de nous, le dos droit, comme s'il était à un entretien d'embauche. « J'ai entendu dire que vous aviez vendu vos parts, » commença-t-il sans préambule. « Oui, » confirma Henri. « C'est vrai. » Simon marqua une pause, puis demanda « Pourquoi ?» Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement une confusion sincère. Je décidai de répondre aussi honnêtement que possible. Parce que nous sentions que nous n'étions plus valorisés par l'entreprise que nous avions bâtie. Parce que nous voulons passer le reste de notre vie à faire ce que nous aimons vraiment, voyager. Simon haussa un sourcil. Maman a dit que vous alliez au Japon. Oui, hocha la tête Henri. C'est notre première étape. Simon resta silencieux, réfléchissant à ce qu'il avait entendu. Vous savez, oncle Grégoire est furieux. Il dit que vous avez trahi la famille. Nous l'avons entendu dire, répondis-je sèchement. Et toi, qu'en penses-tu? Simon haussa les épaules, de manière inattendue. Je ne sais pas. D'un côté, ça semble une décision étrange de vendre l'entreprise pour laquelle vous avez passé votre vie. D'un autre côté, il hésita. D'un autre côté, l'encouragea doucement Henri. D'un autre côté, j'ai vu comment oncle Grégoire vous traitait, dit Simon en baissant les yeux. La façon dont maman parlait de vous, comme si vous étiez des modèles dépassés qu'il fallait tolérer. Sa franchise me surprit. Et pourtant, tu penses que nous avons trahi la famille? Demandai-je sans détour. Simon me regarda dans les yeux. Oui, répondit-il honnêtement.
Vous auriez dû garder l'entreprise dans la famille. La céder à oncle Grégoire, ou à maman, ou à moi, éventuellement. Mais pas la vendre à un concurrent. Henri se pencha en avant. Que aurais-tu fait de ces parts, Simon? Les affaires t'intéressent-elles? Simon fit la grimace. Pas vraiment. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que l'entreprise aurait dû rester dans la famille. Même si cette famille n'appréciait pas ceux qui ont bâti l'entreprise? Demandai-je doucement. Simon resta silencieux, manifestement incapable de trouver une réponse. Finalement, il dit, « Je ne vous comprends pas. Ni l'un ni l'autre. Je pensais que vous travailleriez pour l'entreprise jusqu'à la fin de vos jours, puis que vous nous laisseriez simplement. C'est ce qu'on t'a appris? Demanda Henri. Que la génération plus âgée doit travailler jusqu'à sa mort, puis tout transmettre à la jeune génération, peu importe comment elle a été traitée. Simon parut perplexe. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir, suggérai-je. Que les gens méritent le respect, quel que soit leur âge. Que les personnes âgées ont aussi le droit au bonheur et de vivre leur vie à leur manière. Simon se leva. Je dois y aller. Je pense toujours que vous avez mal agi. Mais, peut-être que je comprends pourquoi. C'était plus que ce que j'avais espéré. Merci pour ton honnêteté, Simon. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Au fait, oncle Grégoire va contester la vente. Il dit qu'il trouvera des failles juridiques. Qu'il essaie, répondit calmement Henri. Édouard Fournier a engagé les meilleurs avocats pour s'occuper de la transaction. Simon hocha la tête et partit, nous laissant seuls. Il nous considère toujours comme des traîtres, soupirai-je. Mais il commence à comprendre nos motivations. Henri me passa un bras autour des épaules. C'est un progrès. Les jours suivants furent remplis de nouvelles de l'entreprise. Édouard Fournier ne perdit pas de temps. Il mena un audit complet de tous les départements, rencontra les employés clés et étudia les projets en cours. À la surprise de tous, il n'y eut pas de licenciement massif. Au lieu de cela, Fournier réorganisa la structure de direction, la rendant plus plate et plus flexible. Nous apprîmes tout cela par Laura, qui nous appelait désormais régulièrement, sa voix ne sonnant plus dédaigneuse, mais montrant plutôt un respect croissant pour le nouveau propriétaire et une confusion face à la prise de conscience de ses propres erreurs passées. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit-elle lors d'un de ses appels. « Fournier me demande sans cesse comment vous auriez géré telle ou telle situation. Il a même demandé les anciennes archives de vos propositions que Grégoire avait rejetées. »« Édouard a toujours apprécié l'expérience, » remarqua Henri. « Contrairement à certains, » ajouta Laura, amère. « Je commence à comprendre pourquoi vous avez vendu vos parts. » Grégoire, en revanche, n'abandonna pas. Il engagea une équipe d'avocats pour contester la vente, mais comme Henri l'avait prédit, en vain. Fournier avait anticipé chaque nuance juridique. De plus, il offrit à Grégoire un poste dans l'entreprise, en tant que chef d'une des divisions clés, avec moins d'autorité mais toujours un poste important. Il a refusé, nous dit Laura. Il a dit qu'il ne travaillerait pas pour l'homme qui a volé l'entreprise familiale. Que va-t-il faire maintenant? Demanda Henri. Je ne sais pas, haussa les épaules Laura. Peut-être qu'il lancera quelque chose de son côté. Il a de l'argent et des relations. Clara n'est pas pauvre non plus. J'avais des sentiments mitigés concernant la situation de Grégoire. D'une part, je me sentais désolée pour lui. Il avait vraiment mis beaucoup d'efforts dans l'entreprise ces dernières années. D'autre part, je ne pouvais pas oublier comment il nous avait traités, surtout au mariage. Pendant ce temps, Henri s'affairait à préparer le voyage et à créer le blog. Il avait déjà publié ses premiers articles, sur notre décision de faire un tour du monde à l'automne de notre vie, et sur la façon dont Tokyo nous a accueillis avec une pluie battante en sortant de l'aéroport de Narita. Nous étions sous un auvent, regardant les rues mouillées et scintillantes et les gens qui se dépêchaient avec des parapluies colorés. Malgré la fatigue après un vol de 14 heures, je me sentais étrangement excitée. « Nous sommes vraiment là », dit Henri en me serrant la main, ses yeux pétillants d'excitation comme ceux d'un petit garçon. « Oui, souris-je. Nous l'avons vraiment fait. » Le taxi nous conduisit à un petit hôtel dans le quartier d'Asakusa, une partie traditionnelle de la ville avec l'ancien temple Sansoji et des rues étroites bordées de petites boutiques et de restaurants. Nous l'avions choisi délibérément, voulant nous immerger dans le vrai Japon dès les premiers jours, plutôt que dans la modernité sans visage des chaînes hôtelières internationales. « Regarde comme c'est beau !»
Henri désigna notre chambre avec des tatamis au sol et des cloisons coulissantes en papier, les Fusuma. C'est exactement comme je l'imaginais. Malgré sa fatigue, Henri sortit son appareil photo et commença à photographier la chambre, la vue depuis la fenêtre et les détails du décor traditionnel japonais. Je le regardais avec un sourire. Mon mari, toujours si réservé à la maison, semblait avoir rajeuni ici. Le premier article de blog, c'est pour ce soir, annonça-t-il en regardant les photos. Je l'appellerai arrivé sous la pluie, le premier jour d'une nouvelle vie. Après un court repos, nous partîmes explorer le quartier. Malgré la pluie fine, les rues étaient pleines de monde. Nous avons flâné le long de la rue commerçante Nakamisdori, regardant les souvenirs, les sucreries traditionnelles et l'artisanat. Henri fut particulièrement intéressé par une petite boutique vendant des figurines en bois sculpté. Regarde la précision du travail, dit-il en admirant une figurine de renard miniature. Je me demande quels outils ils utilisent. Le propriétaire de la boutique, un Japonais âgé aux yeux bienveillants, remarqua l'intérêt d'Henri et s'approcha de nous. « Vous vous intéressez à la sculpture ?» demanda-t-il dans un anglais étonnamment bon. « Oui, » rayonna Henri. « Je sculpte le bois moi-même depuis de nombreuses années. » Le propriétaire, qui se présenta comme Takada-san, nous invita dans l'arrière-boutique, qui s'avéra être un petit atelier. Des outils, des morceaux de bois et des œuvres inachevées étaient éparpillés partout. « Ma famille sculpte depuis 4 générations, » dit fièrement Takada-san. « C'est notre héritage. » Henri et Takada-san passèrent les 2 heures suivantes à discuter des techniques de sculpture, des outils et des types de bois. Je voyais les yeux de mon mari s'illuminer d'excitation alors que le maître japonais lui montrait ses couteaux et ciseaux spéciaux, dont beaucoup étaient faits sur mesure. « Je donne un cours de maître mardi prochain, » dit Takada-san alors que nous partions. « Venez si vous le souhaitez. C'est pour les débutants, mais... » « Je ne suis pas un débutant, » sourit Henri. « En sculpture japonaise, tout le monde est un débutant, » le corrigea gentiment Takada-san. « Nos techniques sont différentes de celles de l'Ouest. » Henri accepta de venir au cours de maître, et nous échangeâmes nos coordonnées avec Takada-san. En sortant de la boutique, mon mari avait l'air d'avoir gagné au loto. « Imagine, » dit-il, incapable de contenir son enthousiasme. « Apprendre d'un vrai maître japonais. Je vais absolument écrire à ce sujet dans mon blog. » Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Henri s'assit devant son ordinateur portable et commença à écrire son premier vrai billet de voyage. Il passa beaucoup de temps à choisir ses mots, s'efforçant de transmettre ses impressions le plus fidèlement possible. Je l'aidai avec les photos, sélectionnant les meilleurs clichés parmi les dizaines qu'il avait prises pendant la journée. « Tu penses que quelqu'un lira ça ?» demanda-t-il lorsque le message fut prêt à être publié. « Bien sûr, » dis-je en lui serrant l'épaule pour l'encourager. « Nos amis, pour commencer. Et puis, qui sait? Peut-être que les gens apprécieront de découvrir le Japon à travers les yeux de 2 voyageurs de 70 ans et plus. » Henri cliqua sur « Publier », et notre voyage commença officiellement, non seulement dans le monde réel, mais aussi dans le monde virtuel. Les semaines suivantes au Japon passèrent comme un rêve. Nous avons exploré Tokyo, puis nous nous sommes dirigés vers Kyoto avec ses temples et jardins anciens, avons visité Nara où nous avons nourri les célèbres cerfs, et avons même passé 3 jours dans le petit village de montagne de Koyama, où nous avons séjourné dans un ryokan traditionnel, un hôtel avec des sources chaudes. Henri a non seulement assisté au cours de maître de Takada-san, mais il a également trouvé plusieurs autres maîtres qui ont accepté de lui montrer leur technique. Il était comme une éponge, absorbant de nouvelles connaissances, et avait déjà commencé à expérimenter avec les outils japonais qu'il avait acquis. Chaque soir, il mettait à jour son blog, décrivant nos aventures, partageant des photos et ses réflexions sur la culture japonaise, en particulier l'artisanat traditionnel et la cuisine. À notre grande surprise, le blog commença à attirer l'attention. Au début, c'étaient des commentaires d'amis et de connaissances, mais peu à peu, des noms inconnus sont apparus. « Regarde », Henri me montra l'écran de son ordinateur portable un matin à Kyoto. Une certaine Margaret d'Australie pose des questions sur l'hôtel où nous avons séjourné à Tokyo. Elle dit qu'elle a 68 ans et a toujours rêvé de visiter le Japon mais avait peur de la barrière de la langue. Je lus le commentaire et souris. Réponds-lui. Dis-lui que nous nous débrouillons avec un japonais minimal. La plupart des gens dans les zones touristiques parlent anglais, et pour tout le reste, il y a des traducteurs sur nos téléphones. Henri fit exactement cela, ajoutant un compte-rendu détaillé de la façon dont nous naviguions dans le métro et commandions de la nourriture dans les restaurants. Un jour plus tard,
Margaret répondit qu'elle avait réservé des billets pour le mois suivant. On a inspiré quelqu'un à voyager. Henri avait l'air si fier, comme s'il avait accompli quelque chose de grand. C'est un sentiment incroyable. Après 3 semaines au Japon, nous nous sommes dirigés vers la Nouvelle-Zélande. Le pays nous a émerveillés par ses paysages à couper le souffle, montagnes majestueuses, lacs turquoise et plaines verdoyantes sans fin. Nous avons loué une petite voiture et avons traversé les 2 îles, nous arrêtant dans de petites villes et des fermes. Le blog d'Henri a continué de croître. Il comptait maintenant plusieurs centaines de followers, dont la plupart étaient des personnes de notre âge ou un peu plus jeunes. Ils appréciaient les descriptions détaillées des lieux, l'accessibilité des itinéraires pour les voyageurs plus âgés, et surtout les sections sur la cuisine et l'artisanat locaux. En Nouvelle-Zélande, Henri découvrit la sculpture sur bois maori, qui était complètement différente de la sculpture japonaise. Il passa une semaine à apprendre d'un maître local dans un petit village de l'île du Nord et créa sa première pièce dans ce style. Un petit pendentif avec un motif en spirale traditionnelle. Je commence à constituer une collection de techniques du monde entier, dit-il un soir alors que nous étions assis sur la terrasse de notre chalet de location, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Imagine tout ce que je peux encore apprendre et essayer. Son enthousiasme était contagieux. J'ai aussi trouvé de nouveaux centres d'intérêt dans la photographie de voyage, que je n'avais jamais pratiqué sérieusement auparavant, et la cuisine locale. Dans chaque pays, j'essayais d'assister à un cours de cuisine et d'apprendre à préparer au moins un plat traditionnel. Après la Nouvelle-Zélande, nous nous sommes dirigés vers l'Europe, en commençant par l'Italie. Venise, Florence, Rome, chaque ville était comme une galerie d'art vivante. Henri fut particulièrement impressionné par le travail des ébénistes italiens, qui créaient des meubles et des objets d'intérieur complexes. « Regarde cette marqueterie », disait-il, passant des heures à examiner les détails d'une armoire antique ou d'une table dans un musée. « Je dois apprendre cette technique. » Dans la petite ville de Sienne, il eut de la chance. Il trouva un artisan qui accepta de lui donner quelques leçons de marqueterie. Henri passa 3 jours dans son atelier, revenant à l'hôtel avec de la sueur dans les cheveux et un sourire heureux sur le visage. Pendant ce temps, le blog commençait à générer un petit revenu. Au début, c'était des centimes de publicité, mais ensuite Henri reçut sa première offre de partenariat d'une entreprise qui fabriquait des fournitures pour la sculpture sur bois. Il lui offrait une réduction sur leurs produits en échange d'une critique sur son blog. « Ça ne nous rendra pas riches, dit Henri en me montrant la lettre, mais c'est agréable de savoir que les gens apprécient ce que je fais. » J'étais d'accord. L'argent du blog était plus un bonus agréable qu'une véritable source de revenus. Grâce aux bénéfices de la vente des actions, nous pouvions nous permettre de voyager sans contraintes financières. Mais progressivement, le blog a commencé à rapporter de plus en plus. Les annonceurs se sont intéressés à l'audience d'Henri, composée principalement de personnes âgées aisées qui aiment voyager et avoir des passe-temps. À la fin de notre tournée européenne, qui comprenait également la France, l'Espagne et la Grèce, le blog d'Henri comptait plus de 3000 abonnés et générait un revenu modeste mais régulier. Assez pour couvrir nos factures mensuelles d'internet et de téléphone, plaisantait Henri. Et peut-être quelques bons dîners au restaurant. Mais ce n'était pas une question d'argent. Le plus important était la joie qu'Henri tirait du blog, de l'interaction avec ses abonnés, de pouvoir partager ses connaissances et ses expériences. Il s'épanouissait sous mes yeux, se transformant d'une personne calme et renfermée en un conteur et explorateur enthousiaste. En Grèce, assis sur la terrasse de notre hôtel avec vue sur la mer Égée, nous avons reçu le premier message de Laura depuis longtemps. Pendant tout ce temps, elle avait suivi nos aventures à travers le blog, laissant parfois de brefs commentaires mais n'essayant pas de nous contacter directement. Maman, papa, je lis votre blog tous les jours. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez capable de telles aventures. J'ai honte de la façon dont je vous ai traité avant. Est-ce que je peux vous appeler? Je veux entendre vos voix. Je montrai le message à Henri. Il le lut 2 fois, puis hocha la tête en silence. J'envoyai à Laura notre numéro grec, et 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. Maman. La voix de Laura semblait incertaine, presque timide. Bonjour, ma chérie. Je mis le téléphone sur haut-parleur pour qu'Henri puisse aussi entendre. Comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais juste entendre vos voix. Vos photos de Grèce sont incroyables. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Laura me parla de son travail dans l'entreprise de Fournier, de Simon qui avait commencé à l'appeler plus souvent pour demander de nos nouvelles, et enfin de Grégoire. Il essaie toujours de reprendre le contrôle de l'entreprise,
dit Laura avec une pointe d'irritation dans la voix. D'abord par les tribunaux, maintenant il essaie de racheter les actionnaires minoritaires pour obtenir plus de voix au conseil d'administration. Et comment ça se passe? Demanda Henri. Pas bien, répondit Laura. Fournier a tout sous contrôle. De plus, l'entreprise se porte mieux que jamais. L'action a augmenté de 20% au cours des 6 derniers mois. Je n'étais pas surprise. Édouard avait toujours été un homme d'affaires avisé. Comment Fournier te traite-t-il? Demandai-je. Bien, dit Laura, semblant surprise. Très bien, en fait. Il m'a promue directrice du marketing pour toute l'entreprise, pas seulement un département comme j'étais sous Grégoire. Félicitations, dit sincèrement Henri. Tu as toujours été talentueuse en marketing. Merci, papa. La voix de Laura vacilla. Tu sais ce qui est étrange? Fournier me demande souvent mon avis. Il dit qu'il apprécie une perspective nouvelle. Grégoire, lui, jamais. Elle ne termina pas la phrase. Je savais ce qu'elle voulait dire. Grégoire n'avait jamais valorisé les idées de sa sœur, la considérant moins compétente. Je suis contente que tu aies trouvé ta place, dis-je. Et que tu sois appréciée. Oui. Laura marqua une pause. Maman, papa. Je dois m'excuser. Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité toutes ces années. Pour avoir soutenu Grégoire quand il vous a poussé hors de l'entreprise. J'étais si aveugle. Ces paroles me touchèrent profondément. Je ne m'attendais pas à une confession aussi sincère. Nous acceptons tes excuses, ma chérie, répondit Henri pour nous deux. Et nous t'avons toujours aimé, quoi qu'il arrive. Je sais, la voix de Laura trembla. Et je ne le méritais pas. Mais maintenant je veux me racheter. Est-ce que je peux venir vous voir? Peut-être pour une semaine? Je ne suis jamais allée en Grèce. Henri et moi échangeâmes un regard et nous sourîmes. Bien sûr, répondis-je. Nous serions ravis de t'avoir. Après avoir parlé à Laura, nous restâmes assis en silence pendant un long moment, regardant la mer. Le soleil se couchait, peignant l'eau de nuances de rose et d'or. Qui l'eût cru, dit finalement Henri. La vente de l'entreprise, qui semblait une décision si dramatique, a en fait tout changé pour le mieux. Pas seulement pour nous, mais aussi pour Laura. Je hochai la tête, pensant aux étranges tours du destin. Ma décision, prise dans un moment de blessure et de vengeance, avait conduit à des résultats complètement inattendus. Henri et moi avions gagné la liberté et un nouveau but dans la vie. Laura avait eu l'opportunité de grandir au sein de l'entreprise sous la direction de Fournier, et plus important encore, avait commencé à réévaluer sa relation avec nous. Et Grégoire? Demandai-je. C'est le seul qui résiste encore au changement. Henri haussa les épaules. Grégoire a toujours été têtu. Peut-être a-t-il besoin de plus de temps pour réaliser que son approche était mauvaise. Ou peut-être ne l'admettra-t-il jamais. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas contrôler sa réaction. Il avait raison, bien sûr. Chacun réagit au changement à sa manière. Grégoire avait choisi la voie de la résistance et de la lutte. Laura avait choisi l'adaptation et la réévaluation. Et Henri et moi avions choisi les nouvelles découvertes et les aventures. La semaine avec Laura en Grèce fut une véritable révélation. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous nous parlions vraiment, sans échanger de banalités ni nous disputer sur les affaires, mais simplement en parlant, comme des parents et une fille. Laura nous interrogeait sur nos voyages, les gens que nous avions rencontrés, les nouveaux passe-temps d'Henri. Ton blog est vraiment inspirant, papa, dit-elle un jour alors que nous étions assis dans une petite taverne sur l'île de Santorin. Je l'ai montré à quelques collègues, et ils se sont tous abonnés. L'un d'eux a même dit qu'elle prévoyait un voyage au Japon avec son mari après leur retraite l'année prochaine. Henri rayonna de fierté. Vraiment? Je n'aurais jamais pensé que mes écrits pourraient avoir un tel impact sur les gens. Et comment? Sourit Laura. Tu sais ce qu'ils disent, si ce couple de personnes âgées peut parcourir le monde et apprendre de nouvelles compétences, qu'est-ce qui m'en empêche? C'était exactement ce qu'Henri et moi espérions transmettre à travers le blog. Pas seulement des histoires sur de beaux endroits, mais l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, voir le monde, apprendre un nouvel artisanat. Et Simon? Demandai-je à Laura. Pense-t-il toujours que nous sommes des traîtres? Laura réfléchit un instant. Je pense qu'il change d'avis. Il a demandé récemment s'il était vrai que papy avait appris la sculpture sur bois japonaise. Je crois qu'il a trouvé ça cool. Vraiment. Henri parut surpris et heureux.
Peut-être que je devrais lui apporter quelque chose que j'ai fabriqué avec cette technique. Je pense qu'il aimerait ça, hocha la tête Laura. Tu sais, il n'est pas aussi têtu qu'il en a l'air. Il a juste toujours entendu une certaine version de l'histoire de la part de Grégoire et de moi. Après le départ de Laura, nous avons continué notre voyage, en nous dirigeant vers la Turquie. Là, Henri découvrit l'art de la sculpture sur bois d'olivier et créa plusieurs petits objets dans le style traditionnel turc. Le blog continua de croître. Henri avait maintenant plus de 5000 abonnés, et les revenus de la publicité et des programmes d'affiliation devenaient plus substantiels. Rien de comparable aux bénéfices de notre ancienne entreprise, bien sûr, mais c'était suffisant pour couvrir une partie de nos frais de voyage. Je n'aurais jamais pensé que mes passe-temps pourraient rapporter de l'argent, dit Henri un jour alors que nous discutions d'une autre offre de collaboration, cette fois d'une entreprise qui fabriquait du matériel de voyage pour les personnes âgées. C'est un sentiment étrange, mais agréable. Je compris qu'il ne s'agissait pas tant de l'argent que de la reconnaissance. Henri avait passé toute sa vie dans l'ombre de notre entreprise, où j'étais la figure la plus visible. Maintenant, les gens l'appréciaient pour ce qu'il était, ses compétences, ses histoires, sa vision du monde. En 9 mois de voyage, nous avons visité 12 pays et accumulé d'innombrables souvenirs. Henri a maîtrisé cette technique de sculpture sur bois différente et a créé une collection de petites œuvres que nous transportions soigneusement avec nous. Son blog est devenu un véritable guide de voyage pour les voyageurs plus âgés, avec des conseils détaillés sur les itinéraires accessibles, les hôtels confortables et l'artisanat local. Parfois, nous recevions des messages de lecteurs qui nous avaient croisés lors de leur voyage. Une fois, dans un petit café d'Istanbul, un couple de notre âge s'est approché de nous. « Excusez-moi », commença la femme, incertaine. « Êtes-vous par hasard Henri et Martine Moreau, les auteurs du blog Nouveau Horizon ?» Nous fûmes surpris mais ravis. Il s'est avéré que ce couple canadien suivait notre itinéraire à travers la Turquie en utilisant les conseils d'Henri. Nous avons passé la soirée ensemble, partageant des histoires et des impressions. Tu vois, dis-je à Henri plus tard, lorsque nous sommes retournés à l'hôtel. Tu n'es plus seulement un blogueur. Tu es une figure influente dans le monde des voyages pour seniors. Henri rit, mais je pouvais dire qu'il était heureux. À 80 ans, il avait trouvé une nouvelle vocation et un nouveau public qui appréciait son expérience et sa sagesse. Un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner à notre hôtel à Marrakech, Henri reçut un email qui le fit s'étouffer avec son café. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, alarmé. « L'éditeur, » dit-il en me montrant l'écran de sa tablette. « Ils veulent que j'écrive un livre. Sur nos voyages, et sur comment commencer une nouvelle vie après 70 ans. » Je lus l'email. Une petite mais respectée maison d'édition spécialisée dans la littérature de voyage s'était intéressée au blog d'Henri et croyait que son histoire pourrait inspirer de nombreuses personnes âgées. C'est merveilleux. Je serrai mon mari dans mes bras. Tu dois dire oui. Henri avait l'air stupéfait. Un livre. Je n'ai jamais pensé à écrire un livre. Pourquoi pas? Tu as déjà le matériel sur ton blog, et tant d'histoires que tu n'as pas encore partagées. Il hocha la tête, pensif. Peut-être que c'est la prochaine étape, après notre retour à la maison. La pensée de rentrer à la maison était étrange. Après tant de mois de voyage, notre maison à Lyon semblait lointaine et irréelle. Mais nous savions que nous y retournerions un jour, avec de nouvelles expériences, de nouvelles compétences, et peut-être un manuscrit de livre. Ce soir-là, je reçus un message de Laura. Elle écrivait que Fournier lui avait offert le poste de vice-présidente du marketing et du développement. Je n'aurais jamais pensé atteindre ce niveau. Merci de croire en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. PS. Simon demande si papy lui rapportera une de ses sculptures. Ses amis à la fac trouvent ça vraiment cool. Je montrai le message à Henri, et nous sourîmes tous les deux. La vie avait pris un tournant inattendu pour nous tous. L'entreprise que nous avions eu si peur de perdre s'est avérée n'être qu'un chapitre de notre histoire. Il y avait tellement plus à venir, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Tu sais, dit Henri alors que nous nous tenions sur le balcon de notre hôtel, regardant les lumières du soir de Marrakech. Je n'ai jamais été plus heureux que dans ce voyage. Avec toi. Avec de nouvelles découvertes chaque jour. Je pris sa main, sentant la chaleur de sa peau, la peau ridée et familière de l'homme avec qui j'avais passé la plus grande partie de ma vie. Moi non plus, répondis-je simplement. Qui aurait cru que notre meilleur chapitre commencerait à 78 ans?